Le plateau de dimanche, c'est politique qui vous amène hors de nos frontières. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans 26 minutes en Afrique et dans le monde. Nous allons explorer une fois encore les questions internationales qui ont fait l'actualité ces derniers jours. Alors bonjour Laurent Nassara. Bonjour Maël, bonjour à mon vis-à-vis. Ravi de vous retrouver. Bonjour Rodolphe Ataï. Bonjour Maël, bonjour à mon confrère Laurent, bonjour à nos téléspectateurs. Alors avec nos juristes ce dimanche, nous allons parler de la langue nouvellement adoptée au Niger, le Haoussa, également de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre le génocide des Tutsis au Rwanda. Alors le 3 avril 2025, à l'occasion de la fête de l'indépendance, le président du Niger a annoncé la reconnaissance officielle du Haoussa comme langue nationale prioritaire aux côtés du Zamar pour les communications gouvernementales et l'enseignement. Une décision saluée par une partie de la population, mais qui suscite également des interrogations sur l'unité linguistique, la place des autres langues nationales et les enjeux identitaires des pays aussi multi-ethnique. Alors, Laurent Nassara, comment analysez-vous déjà de prime abord cette décision du Niger de reléguer le français au second rang au profit de Haoussa qui devient officiellement la langue prioritaire du Niger? Merci beaucoup. Déjà, pour faire une telle analyse, il faudrait qu'on soit objectif. Cette mesure est une mesure salutaire si l'on va penser de telle en sorte qu'on va dire que la langue française est reléguée au second rang par rapport à la langue Haoussa. Alors, c'est une chose curieuse, oui, puisque vous l'aviez bien dit dans l'introduction que le Niger est multilinguiste, il y a plusieurs langues et l'on se pose la question de la place des autres langues aujourd'hui. Alors, je commencerai d'abord par un point en disant que le fait que le français soit relégué au second rang est une mesure salvatrice, puisqu'aujourd'hui, ces États-là sont dans un élan souverainiste et veulent quand même montrer qu'ils sont plus sous une domination extérieure. Ça, c'est une chose que nous saluons. C'est évident. Oui. Maintenant, avoir la pertinence d'une telle mesure. Alors, on parle de langue nationale. Moi, ça me pose un petit problème aujourd'hui. Pourquoi ne pas aller directement vers une langue officielle? Puisque le fait de dire que le Haoussa est une langue nationale, c'est juste une information pour moi. Pour moi, comme au Bénin, nous avons l'habitude de le dire, le Fon est une langue nationale. Le Dendi est une langue nationale. Mais aujourd'hui, se lever et dire que le Haoussa est une langue nationale, je pense qu'il y a plusieurs langues, comme vous l'avez bien dit, et toutes ces langues-là sont des langues nationales. Alors, le débat, c'est de se demander quand est-ce qu'on va quitter le français comme langue officielle pour aller vers le Haoussa. Et dès lors, les documents administratifs seront directement édités dans le Haoussa, qui est d'ailleurs une langue qui est parlée au Niger, au Tchad, en Libye, et même au Nigeria, qui est un vaste territoire. Donc on se dit aujourd'hui, si cette langue pourrait quand même être reconnue en tant que langue officielle, pas langue nationale, puisque je me dis, il y a plusieurs langues nationales au Niger, et le fait de dire que le Haoussa est une langue nationale, je me dis, c'est juste une information pour moi, et il y a plusieurs langues nationales au Niger. Justement, il y a d'autres langues, le Zarma et autres, justement, mais ils ont priorisé le Haoussa qui sera désormais parlé dans les administrations, un peu comme au Sénégal. C'est deux choses différentes qu'on ne peut même pas comparer. Puisque déjà, au Sénégal, nous avons l'Assemblée nationale qui a pris une mesure et qui désormais édite ses actes en Wolof. Et les deux langues cohabitent. Ce n'est pas le cas au Niger, puisque déjà au Niger, je vais vous dire, le Haoussa est parlé par à peu près la moitié de la population. Déjà, donc il y a un effort à faire. Ça, je ne discute pas sur ça parce que je me dis aujourd'hui que si nous rentrons dans l'histoire de la France qui aujourd'hui nous a est une référence en matière de langue sur le plan international, la France à un moment donné a imposé le francien d'alors, qui aujourd'hui est le français,
comme langue au détriment d'autres dialectes qui sont aujourd'hui, des dialectes qui sont en train de perdre leur force aujourd'hui, puisqu'il y a peu de locuteurs. Alors, plus il y a de locuteurs, plus la langue est vivante. Alors, je me dis, si la France même, à une époque donnée, a pris, avec les lois Ferry, que mon confrère connaît très bien, a pris une mesure pour imposer au détriment du latin, qui était la langue utilisée dans les administrations, imposer une langue proprement française, une langue proprement française, comme langue officielle. Je me dis, alors, le Niger est dans une très bonne dynamique. Mais, justement, on se demande si il fallait s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter à une langue nationale, mais plutôt aller vers une langue officielle. Je me dis, peut-être c'est une phase de transition. C'est comme un coup d'essai. Nous allons d'abord tester, savoir, et au fil du temps, nous allons peut-être l'adopter en tant que langue officielle. Ce serait déjà désormais utilisé dans les administrations, et les actes administratifs seront édités dans cette langue-là. Et il faut commencer aussi par l'alphabétisation de cette langue. Merci à vous. Alors, votre lecture, Rodolphe Ataï. Alors, pour ma part, je voudrais notifier que d'abord, il faut saluer la décision. On est tous du même avis, il faut saluer la décision. Mais principalement, pour ma part, je pense que cette décision s'inscrit dans une logique où il faut d'abord retourner en arrière pour se demander pourquoi cette décision, et la réponse, vous la connaissez, c'est les pays de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel, ont pour la plupart quitté, je crois presque tous maintenant, quitté la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, ils sont dans une dynamisme souverainiste, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère. Et donc, ils veulent affirmer quand même qu'on n'est plus sous la domination extérieure, donc notamment de la France, donc le français. Mais moi, je suis plutôt pragmatique dans mes analyses, donc peut-être je ne serai pas totalement du même avis que mon vis-à-vis, mon confrère, M. Laurent. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, l'un des défis majeurs du continent africain, vous savez, la force de développement d'un continent ou d'une communauté, d'un pays, si on peut pas, d'une région ou d'une sous-région, c'est la langue. Puisque la langue contribue à ce qu'on va appeler la communauté des peuples. Et tant que nous nous retrouvons dans une communauté où nous n'aurons pas les mêmes langues, puisque on dit les peuples sont liés par l'histoire, liés par la langue. Et dans le cas d'espèce, les peuples seront certes liés par l'histoire, mais ne seront pas liés par le langage parlé. Alors, l'un des défis majeurs du continent africain, de la zone Afrique de l'Ouest en particulier, vous savez, c'est le multi ou le plurilinguiste. On a trop de langues. Et nous avons tellement de langues que lorsque vous rentrez dans un pays, au Bénin seul, je crois, sauf me tromper, que nous avons plus de 99 langues parlées. Au Bénin. S'il faut recenser les différentes langues que nous parlons au Bénin, nous aurons plus, peut-être, sans citer de source, je crois qu'on sera au-delà de 99 langues au Bénin. Je n'imagine pas le cas du Niger, il y en aura assez. Burkina Faso, même chose. Mali, même chose. Le Nigeria. Alors, le but, et là je reviens, et je suis d'avis avec M. Laurent, que c'est progressivement que nous allons y arriver. Est-ce qu'il est recherché? Est-ce qu'il doit être fait au fait? Ce n'est pas de prendre simplement une décision symbolique. Puisque jusque-là, je pense que la décision du Niger, du gouvernement du Niger, est une décision symbolique. Pour faire court. Oui. Pour faire court. La décision est symbolique. Ce que nous voulons, c'est une bonne décision. Hein? Je l'ai déjà dit, la décision est salutaire. Mais il faudrait que cette décision puisse avoir une continuité. Lorsque vous prenez la décision de faire d'Aoussa, la langue nationale, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que désormais dans les administrations, c'est ça on parle? Est-ce que désormais, pour publier les actes, les lois au Niger, est-ce que c'est en Aoussa on publie? Est-ce que désormais, progressivement, dans les écoles, on va commencer par enseigner le Aoussa? Puisque c'est la base. Si ça ne se fait pas, c'est que cette décision ne veut rien dire. C'est comme au Bénin, langue nationale font, oui, comme les Béninois pas le font. Peut-être on dira une majorité. Peut-être, on ne va pas discuter là-dessus. Mais, est-ce qu'on nous apprend à écrire le fond à l'école?
Bon, donc c'est tellement que des dispositions seront prises autour pour que le Aoussa soit communément parlé par tous les Nigériens. C'est ce que nous souhaitons. Que cette décision puisse être accompagnée au fait de plusieurs actions, de plusieurs mesures, notamment, d'abord l'enseignement, l'obligation de commencer par parler dans les administrations, progressivement de mettre ça dans l'enseignement, d'abord primaire, ensuite secondaire, pourquoi pas maternelle, et ensuite pouvoir généraliser la pratique. Et je pense que, comme je le disais tout à l'heure, le défi majeur du continent africain, c'est un défi lié au fait que nous avons plusieurs langues. Maintenant, il va falloir que les États africains en général, ça c'est un appel qui quitte le Niger, que les États africains de façon générale puissent commencer par penser déjà au niveau interne de chaque État, à commencer par avoir une langue qui est de chez nous. Vous savez, si on le fait ainsi, comme l'a fait le Sénégal. On va y revenir, Rodolphe, puisqu'on parle précisément de l'impact de cette langue nationale sur le Niger. Par exemple, prends le domaine éducatif. Voilà que les élèves, les étudiants sont déjà habitués à la langue officielle qui est le français. Revenir maintenant au Haoussa communément pour tout le monde. Est-ce que ça va pouvoir se faire? Déjà, je peux vous rassurer, ça va se faire. Ça peut se faire. Alors, déjà sur l'impact, je me dis que nous sommes encore dans une phase transitoire. C'est pour ça, quand je développais tout à l'heure, je me dis, on doit être vigilant. Nous devons être vigilants parce que, vous savez, une langue, ça ouvre beaucoup d'opportunités. Monsieur Rodolphe là a su bien le dire, ces États-là du Sahel, le Niger, le Mali, le Burkina, ont récemment quitté la francophonie. Et jusque-là, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, et juste là, aucun problème. Pour moi, c'est une décision prise en toute souveraineté. Alors, la question que l'on va se poser, c'est que dans leurs élans, s'ils veulent quand même se débarrasser de la France, c'est une chose. Mais se débarrasser de la langue française, je me dis, c'est une utopie. Puisqu'aujourd'hui, le Rwanda, qui, compte tenu de, c'est pas ce qu'a fait l'effort, je dirais pas l'effort, mais la participation de la France dans le génocide des Tutsis, a relégué la langue française au second rang en prenant comme langue officielle la langue anglaise. Aujourd'hui, même ce Rwanda a un ressortissant qui est le secrétaire général de l'organisation. Donc je me dis aujourd'hui, malgré que le Rwanda est comme langue officielle l'anglais, conserve cette richesse culturelle, puisqu'une langue, c'est une culture. Nous avons, dans le passé, vécu des choses que nous devons conserver. L'OIF est là. Il y a une agence, l'AUF, l'Agence universitaire française, qui offre beaucoup d'opportunités, des bourses, des recherches scientifiques, à des doctorants ou des post-doctorants, qui vont quand même dans des universités partenaires de cette agence-là pour aller faire des recherches ou pour aller étudier. Donc je me dis, si désormais vous coupez cela, sur le plan éducatif d'ailleurs, ils ne peuvent plus accéder à ce panoplie d'offres, de bourses et d'opportunités. Et là, je pense que ce sont les Nigériens qui en paient les frais. Et pour terminer, je vois qu'il y a, je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais quand vous prenez les États-Unis d'Amérique, ils sont colonisés. Mais eux, ils prennent la colonisation comme une force. Puisque je parle des États-Unis, nous devons nous rappeler du décret qu'a signé Donald Trump quand il est venu, en reconnaissant la langue anglaise comme la langue officielle des États-Unis. Mais l'anglais, c'est une langue du Royaume-Uni, donc de la Grande-Bretagne, qui a été officialisée comme langue officielle aux États-Unis, qui, dans le passé, était sous la domination anglaise. Donc on se demande aujourd'hui pourquoi les États-Unis sont en train d'officialiser la langue anglaise comme langue officielle. Vous voyez, les États-Unis se sont appropriés de la langue anglaise. Aujourd'hui, ils sont les pionniers dans ce domaine-là. Et il y a même des mots ou des expressions qui ont je dis, leur sémantique, donc toutes les significations sont spécifiques au contexte américain. Donc aujourd'hui, je me dis, il faudrait qu'on se débarrasse de ces mythes-là. Il faudrait qu'on fasse un pas en avant en ne plus penser, je sais pas, en ne plus pensant du moins que la langue française est un outil dans les mains des politiques français. Ne politisons pas la langue puisque c'est un outil culturel. Merci.
Merci à vous. Alors, Rodolphe Fatay, je vous sens vouloir réagir. Oui, il faut que je réagisse. Oui. Alors, vous savez, l'intervention de mon confrère n'a fait que confirmer tout à l'heure ce que je disais en précisant que sur le continent africain, nous avons un problème, le problème de la pluralité des langues. Et je suis totalement d'accord avec lui qu'aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, je disais il faudrait que les États s'inscrivent dans une démarche progressive. Si aujourd'hui un État africain se lève, francophone, décide de mettre fin à la langue française, donc de la supprimer de partout, je vous jure qu'elle sera confrontée à plus de difficultés que des avantages que cette décision pourrait leur présenter. Et donc, pour pouvoir, nous reconnaissons que c'est une décision qu'il faut saluer, mais il faut se débarrasser de la langue française, je vous dis, si éventuellement c'est ce que l'on veut. C'est une décision qui doit être décidée sur minimum 100 ans. Dans un contexte de globalisation, je vous voilà, dis, c'est minimum 100 ans. Ce serait difficile d'adapter, surtout pour les relations internationales, les relations avec l'extérieur. Je peux opiner dessus. Dans les relations internationales, j'aimerais quand même opiner dessus. Vous savez, c'est une force pour vous. Plus vous maîtrisez beaucoup de langues, plus vous êtes recherché. C'est une force pour vous si vous maîtrisez la langue anglaise et la langue française aujourd'hui. Et vous voyez, déjà, il y a même un sport où on ne parle que la langue française. Je pense que c'est le ski où quand même il y a un sport aujourd'hui. Je pense que dans les relations internationales, ces États-là feront encore plus d'efforts, puisque s'ils ne parlent plus la langue française, il y aura moins d'efforts des apprenants à maîtriser cette langue-là. Et je vous dis, la langue française est très compliquée. Déjà, nous qui sommes des locuteurs francophones, maîtriser l'orthographe, maîtriser certaines structures, je pense que c'est déjà difficile pour nous et on fait beaucoup d'efforts. Donc, reléguer cette langue au second plan, oui, mais l'abandonner, ça va handicaper les petits enfants qui sont les dirigeants de demain. Puisque demain, dès qu'ils seront quand même à ces mêmes postes-là, ils ne pourront pas répliquer. Mais vous voyez un paradoxe. Vous voulez répliquer aux Français, vous êtes en train de les combattre, mais vous ne voulez pas avoir un outil de communication qui pourra quand même vous faire entendre votre voix. Puisque, je dis, les Français, tous les Français ne sont pas forcément d'accord avec ce que fait les politiques français. Donc, l'idéal serait quand même de conserver cet outil-là pour même atteindre les Français pour qu'ils puissent aussi comprendre leur cause. Vous savez, je voudrais dire quelque chose rapidement et dire que oui, ce que vient de dire mon confrère est tout à fait juste dans la mesure où lorsque vous prenez, aujourd'hui par exemple, moi, quand vous surfez sur le net et que vous voyez des présidents des États du Sahel, de l'AES, le président du Burkina Faso, du Niger ou du Mali qui font des communications en français, et vous voyez peut-être certains Français viennent commenter et disent pourquoi ils ne communiquent pas dans leur langue. Moi je fais partie des gens qui m'en moquent. Je me dis, la communication est d'abord pour le peuple français. Il faudrait que le peuple français sache que ce que nous disons, ce que nous revendiquons, ce n'est pas contre le peuple français, mais plutôt contre le gouvernement français. Et voilà ce que fait le gouvernement français aux peuples africains qui, aujourd'hui, sont liés à vous par l'histoire, avec qui vous êtes liés par l'histoire. Donc, la communication à travers la langue française, pour moi, n'est aucun problème. Le problème n'est pas là. Si on décide de changer cette langue, il faudrait s'inscrire dans une démarche qui doit suivre, c'est-à-dire une démarche périodique. Mais si on décide de faire une démarche de rupture systématique, je vous jure que ce serait plus de conséquences négatives plutôt que de solutions. Merci. Alors, on retiendra quand même que le Haoussa ne peut pas être relégué facilement. C'est progressivement faisable. Voilà. On va y aller donc le 7 avril 2025. Le monde a commémoré le 31e anniversaire de génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Cette journée de mémoire instituée par l'ONU a été marquée par des cérémonies solennelles à Kigali, mais aussi par des appels à la vigilance face aux discours de haine et à la banalisation des crimes de masse. Elle ravive les débats sur la justice internationale, la réconciliation et le rôle des États et des institutions dans la prévention des génocides. Rodolphe Ataï, déjà 7 avril, ça fait 31 ans déjà, pour vous, dans le contexte actuel, qu'évoque pour vous le génocide rwandais? Alors, de base, étant juriste de base, la célébration de cette journée, pour nous, rappelle à tout juriste
qu'il faut de la patience dans les actions, il faut parfois de la retenue, quelles que soient les raisons, politiques, idéologiques, peu importe, et il ne faut pas de surtout faire la promotion de la paix, car, comme on le dit souvent, une guerre, on sait quand on la commence, on ne sait jamais comment ni quand est-ce que ça va prendre fin. Et donc, cette sensation-là, puisque juristes, nous avons documenté, nous avons lu, nous avons appris assez sur ce génocide et qui, évidemment, ne laisse pas de bons souvenirs. Mais alors, il faut quand même notifier que la célébration de cette journée, d'abord qui est une journée reconnue par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est souvent appréciée. Vous allez voir les réactions un peu partout dans le monde, voilà, qui condamnent bien sûr le crime de génocide. Et n'oubliez pas, le crime de génocide aujourd'hui est ce qu'on appelle en droit international le crime le plus grave, le crime à double connotation. En droit international, le crime de génocide est un crime qui est reprimé par le statut de la Cour pénale internationale, qui est d'abord chargé, qui a cette compétence-là de juger les personnes responsables. Et justement, il y a des gens qui ont été jugés. Et sans rentrer dans les considérations théoriques, des connaissances, sur la journée, ce qu'il faut retenir, comme je l'ai dit, c'est la promotion de la paix. Il faut œuvrer pour la paix, même s'il y a des divergences d'opinion, j'irai jusqu'à dire des divergences politiques. Il faut, la prise de pouvoir doit être forcément par la légitimité, par le vote, plutôt que parfois par des actions vraiment qui nous conduiraient à des escalades. Alors, que dirais-je? Je dirais aussi qu'il ne faut pas quand même ignorer que il y a certaines personnes qui pensent que le fait qu'on initie, je reviens sur la dénomination de la journée, le génocide des Tutsis au Rwanda, il y en a qui pensent que au fait, il y a une manipulation de l'histoire au niveau de l'instauration du nom, puisque dans ce génocide, il n'y a pas que les Tutsis qui ont perdu la vie, il y a aussi des Hutus qui également ont perdu la vie. Mais on ne va pas rentrer dans le débat de la dénomination, je tenais juste à le notifier. L'autre chose que je tenais à dire, il y en a également qui pensent, bon, vous savez, il y a des spéculations de partout, qui disent que l'actuel président du Rwanda, fait également partie de ceux qui ont initié ou provoqué ce génocide qui aujourd'hui, qu'il revendique aujourd'hui comme étant le père ayant libéré, au fait, ayant mis fin à ce génocide-là. Mais pour ma part, comme je l'ai dit, il faut éviter toute spéculation et quand même retenir que la célébration de cette journée vient rappeler à l'humanité, encore plus, moi je précise, dans un contexte où actuellement il y a dans le monde tellement de champs de conflit. Actuellement, pour ne évoquer que la guerre russo-ukrainienne, Palestine avec Gaza, vous voyez ce qui se passe entre l'Israël et puis le Hamas aujourd'hui, où vous voyez le nombre de personnes. Vous savez, n'oubliez pas que cette infraction a également été évoquée dans le cadre de, comment appelle-t-on, du mandat d'arrêt qui a été lancé par la CPI contre le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Il est accusé par la CPI quand même dans le cadre du mandat d'arrêt qui a été délivré de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide dans la bande de Gaza. Et revenons donc également sur le vent qui est en train de circuler actuellement avec la politique au niveau de la guerre russo-ukrainienne, notamment le vent tantôt anti-russe, tantôt anti-français, où vous voyez les uns qui essaient de peser la balance de l'autre, c'est la Russie qui est l'agresseur, tantôt une guerre de propagande où on sent quand même que les gens essaient de ratisser un peu les tensions dans le monde à l'heure actuelle. Or, n'oubliez pas que le crime de génocide, à la base, comme je le disais, la double connotation, c'est d'abord la haine. Hein. La haine provoque le génocide. On essaie de monter un peuple contre un autre, donc soit une race contre une autre, et maintenant avec pour intention de faire disparaître cette race-là. C'est ce qui fait la particularité du crime de génocide. C'est une théorie de masse, mais cette fois-ci avec pour but, l'intention est ciblée et a pour but de faire disparaître complètement cette race-là. Donc avec cette tension, je pense que la célébration de cette journée vient pour rappeler à chacun sa responsabilité eu égard de l'histoire et également rappeler aux hommes que
quand on dépasse un certain nombre de mesures de niveau de haine, voilà ce que cela peut engendrer et appelle chacun donc à la retenue. C'est ce que je dirais d'abord. Merci à vous, Laurent Nassara. Oui, une célébration, une mémoire pour l'humanité, mais et après, que fait-on réellement de cette célébration de génocide? Comment l'intégrons-nous dans nos actions? Déjà, je tiens à dire que c'est pour nous aujourd'hui un rappel à la vigilance. Il faudrait quand même, comme l'a dit Rodolphe, que nos clivages ou les divergences politiques nous conduisent là où nous ne voulons pas. Et cet appel est un appel aux acteurs de la société civile, aux politiques, à nos politiques surtout, qui, lorsqu'ils sont dans l'opposition ou à l'autre bout du pouvoir, rebellent le peuple contre certainement le gouvernement qui est là, qui lui-même ne veut pas se débarrasser, ne veut pas laisser le pouvoir, donc use de ces pouvoirs, donc notamment de ce pouvoir, notamment les armes qui leur sont confiées, qui sont confiées aux militaires, qui sont sous leur contrôle. Alors, je dis tolérance, puisque même ces peuples-là, quand on parle de Hutu et de Tutsi aujourd'hui, dans l'histoire, les gens auraient dit que ces peuples-là étaient tout au départ les mêmes peuples et qu'au fil du temps, la colonisation est venue, on les a séparés, d'autres sont considérés comme des autochtones, les autres non. Donc je me dis, c'est toute une philosophie de clivage qui est développée au fil du temps. Donc nous devons nous rappeler quand même que nous sommes les mêmes et avoir de la tolérance les uns avec les autres. Mais aussi, je me dis justice pour les peuples les oubliés, puisque M. Rodolphe a cité certaines tensions dans le monde, notamment la guerre en Ukraine, ce qui se passe dans la bande de Gaza. Mais aujourd'hui, je me dis, c'est de l'hypocrisie en vrai. Puisque quand vous parlez de génocide, alors que des milliers de personnes meurent chaque jour, et déjà, je me dis, au moment où cette réunion est en train d'être tenue, les gens sont en train de mourir dans la bande de Gaza. Les gens sont en train de mourir en Ukraine. Et on s'assoit et on dit, nous voulons lutter contre c'est pas le génocide. Mais je me dis, c'est de l'hypocrisie. Même ces diplomates-là sont hypocrites. Même puisque, justement, ils sont hypocrites parce que, je me dis finalement, ils n'ont aucun pouvoir. Il y a les décideurs et il y a ceux-là qui organisent tout et ils empochent leurs sous, mais ils organisent tout comme si, éventuellement... Justement, comment corriger cette chose, cet état de choses? Je me dis, c'est une question que vous me posez et qui d'ailleurs me dépasse. Aujourd'hui, le débat est en train d'être fait et c'est quelque chose quand même qui revient sur la table et on se demande si l'ONU aujourd'hui est légitime à régler tous les problèmes. Et si réellement l'ONU a aujourd'hui un pouvoir réel en dehors des États, puisque nous voyons qui sont les personnes qui gardent la commande. Les États-Unis, les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, ce sont eux qui gardent la commande. Aujourd'hui, il ne peut rien avoir sans eux. Donc, si les gens se meurent de l'autre côté, les gens se meurent en Ukraine, les gens se meurent dans la bande de Gaza et vous vous rassemblez, toutefois, c'est symbolique. C'est symbolique parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe et j'aimerais quand même qu'on retienne cela. Ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Ce qui se passe dans l'Est de la RDC, parce que moi, quand je vois les images des personnes âgées, des mamans avec des bébés, et qui sont sur la voie en train de marcher sans savoir, ils ne savent même pas là où ils vont. C'est qu'ils marchent pour fuir les rebelles. Et d'aucuns auront dit que le président rwandais est complice avec ces rebelles-là, mais aujourd'hui, ce que je dis, c'est que cette victimisation de la part des politiques rwandais, puisqu'ils se disent, oui, nous avons été victimes de génocide, ça leur donne toute la légitimité de faire de n'importe quoi dans l'Est de la RDC. Vous savez, personne ne peut se lever aujourd'hui pour les rappeler à l'ordre. Ils se disent victimes. Oui, vous êtes victime d'un génocide dans le passé. Oui, c'est bien. Mais, non, je dis c'est bien, désolé, c'est mauvais. Oui, mais c'est bon, on a compris. Vous commémorez cela, on va vous aider à commémorer cela. On fera tout pour que cela ne se répète plus. Mais ne soyez pas complices de notre génocide. Puisque vous vous dites victime, mais vous faites la même chose avec notre peuple. Et la justification d'ailleurs qui m'intrigue beaucoup, c'est qu'on dit que l'État congolais, donc de la RDC, protège des Hutus qui seraient certainement venus du Rwanda et qui pourraient quand même se rebeller contre l'État rwandais. Je me dis c'est du paranoïa.
Et aujourd'hui, ce que fait le Rwanda, si éventuellement, puisque l'ONU aurait quand même dans ses rapports dire clairement que le Rwanda soutient ces rebelles-là, je me dis, il faudrait quand même qu'on aille aujourd'hui vers une paix globale sur le continent africain, puisqu'il y a beaucoup de points de tension. Merci à vous, mesdames et messieurs. On aurait bien voulu approfondir cette question. Je sens Rodolphe qui voulait réagir. On va peut-être y revenir sous une autre forme très prochainement. Alors, mesdames et messieurs, les débats de ce jour nous rappellent combien l'histoire, la langue et la mémoire façonnent l'identité des peuples et la stabilité des nations. Le Haoussa, langue nationale désormais au Niger, également qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on garde de la célébration de la fête de génocide rwandais, qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui. Nous n'avons pas eu le temps d'entrer en profondeur, mais nous y reviendrons certainement. Merci de votre fidélité à cette émission et particulièrement à cette rubrique Dimanche c'est politique. Merci à nos invités Rodolphe Ataï, Laurent Nassara. Alors, on va se dire à dimanche prochain pour un autre numéro de 26 minutes en Afrique et dans le monde.